sais, aujourd'hui, les voitures de sport sont de plus en plus chères, de plus en plus inabordables, notamment en France avec les malus qu'on connaît. Et on pourrait se demander si, à l'heure actuelle, avec un budget de moins de 100 000 €, qui est déjà un très beau budget, mais est-ce qu'on peut encore avoir une voiture qui soit moderne, qui soit fiable, qui soit performante et avec laquelle on puisse vraiment se faire plaisir? Eh bien écoute, je crois que j'ai trouvé. Je suis dans une 991 Carrera 4S phase 1 en cabriolet en plus, qui est pleine d'options et tu vas l'entendre. Et crois-moi, cette voiture, c'est vraiment une voiture qui est orientée vers le plaisir. Écoute juste la sonorité de ce flat 6, c'est magique. Oh, les pétarades, la montée dans les tours. Franchement, si ça, c'est pas la meilleure voiture pour moi de 100 000 €. Je sais pas ce que c'est. Allez, on découvre ça ensemble, c'est parti. Bon, bah on se retrouve du coup avec David dans la 991 Carrera 4S cabriolet phase 1. Alors, déjà, pour commencer rapidement sur cette vidéo, avant de t'expliquer un petit peu les spécificités propres à cette voiture, parce que tu vas voir, elle a une configuration qui est absolument superbe. Il y a beaucoup d'options que je n'avais jamais vues avant. Celle-là, franchement, elle est remplie. Elle est remplie, tu m'en as montré quelques-unes avant qu'on commence. Enfin, il y aura beaucoup de choses à dire sur celle-ci. Alors, pour du coup parler rapidement du modèle, comme je l'ai dit, c'est une 991 Carrera 4S cabriolet phase 1. Alors, sans revenir sur toute l'histoire des générations de la 911, comme tu le sais, la 911 est classifiée par génération, donc de la 901, la première en 1963, jusqu'à la dernière, la 992, qui est la plus moderne. Celle-là donc c'est l'avant-dernière, la 991, et elle est très intéressante parce qu'elle est considérée comme je pense la dernière moderne avec un esprit d'ancienne. En tout cas quelques spécificités d'ancienne, je vais y arriver. Notamment au niveau des technologies à l'intérieur qui sont pas encore trop présentes par rapport à la 992, qui a vraiment passé un gros step là-dessus. Celle-ci en plus c'est la phase 1. Donc sur les générations de la 911, tu vas toujours avoir phase 1, phase 2. Celle-ci c'est la phase 1 et ça a une grande importance puisque c'est les dernières atmosphériques sur des 911 non GT3. Les GT3 restent en atmosphérique même sur la 992. En revanche, à partir de la 991 phase 2, on est passé sur des 3 litres biturbo. Donc là, c'est la dernière en atmosphérique. Celle-ci, c'est un 3,8 litres atmosphérique de 400 chevaux avec la boîte PDK qui était donc apparue sur la génération juste avant, la 997 phase 2, qui est, tu le verras, une boîte absolument excellente en tout point. Alors celle-ci est de quelle année? C'est une 2013. Celle-ci est de 2013, ok. Donc c'est une voiture qui a quand même plus de 10 ans. Mais franchement, surtout avec les options qu'elle a, on dirait pas. On dirait pas. Elle reste effectivement avec une ligne moderne. Ouais, carrément. Déjà, avant de parler de la configuration spéciale de celle-là, toi, pourquoi tu as choisi une 991 Carrera 4S phase 1? Alors déjà parce que je voulais rester sur de l'atmo, ouais. Je voulais pas la 3 litres parce que ayant eu plusieurs Porsche auparavant, je voulais vraiment rester dans cet esprit d'atmosphérique. Ouais. Après pourquoi une 991? Parce que je sortais de deux 997, okay. Une phase 1 et une phase 2. D'accord. Donc je voulais un petit peu plus de modernité à l'intérieur. Okay. Et honnêtement, sur ce point-là, je suis pas déçu. Ouais. Après, la seule petite déception, ouais, c'est que je trouve que par rapport à la 997, on sent quand même un petit peu moins la route. D'accord. Donc aujourd'hui, effectivement, je regrette un peu les 997 pour ce côté un peu plus sensationnel, de ressenti de sensation, pardon, en conduite. Ouais. Mais pas du tout la 991 pour le côté après agrément en général. Sur sportivité, plaisir et confort. Ouais, bien sûr. Donc, selon toi, la 91, on a quand même un peu déjà perdu en pureté. Elle est quand même déjà allée un peu dans le côté moderne et moins pur. Ouais, elle est quand même beaucoup plus aseptisée qu'une 997. Ouais. Ok. Alors, tu l'entends aussi, hein, la sonorité est quand même vraiment sympa sur celle-ci.
ça marche fort. Oh, ça marche fort. Alors, si la sonorité est si sympa, c'est parce que... Celle-là, je l'ai dit, est bardée d'options. Et alors, parmi les options, je me disais que c'était d'origine. Elle a... Alors, c'est une ligne T-carte complète ou c'est un PSE avec des sorties T-carte? Non, c'est un PSE avec sortie T-carte. D'accord. Donc en fait, ouais, c'est le PSE, donc l'échappement sport Porsche à clapet. Ouais. Avec sur celle-ci la fin de la ligne en T-carte qui fait que tu as cette sonorité qui ressemble beaucoup à la version GTS, donc la version au-dessus de la 4S, avec notamment ces pétarades qui sont normalement caractéristiques de la GTS et qui là sont très présentes, et il faut avouer que ça rajoute clairement à l'ambiance à l'intérieur. Oh, le son! Ah, le son en Sport Plus, c'est pas mal, hein? Incroyable! Ah, la sonorité, elle est magique! Bon, de toute façon, tu vas le comprendre dans toute cette vidéo, c'est pour ça que beaucoup de personnes qui ont fait toutes les évolutions de la 911 s'arrêtent à la 991 phase 1. Parce que cette sonorité, après, à moins d'aller sur de la GT3, mais tu n'auras pas de cabriolet déjà, bah en fait tu la retrouveras plus. Alors j'en profite aussi pour remercier Mathéo qui se reconnaîtra et que tu as déjà vu une fois du coup dans l'essai du Boxster, qui grâce à son club Gentleman Supercar, donc un club qui organise des événements de voitures de prestige et de sport dans le sud de la France, nous a permis de nous rencontrer et aujourd'hui de faire l'essai. Donc un grand merci à Mathéo. Et d'ailleurs, si tu as une voiture de sport et que tu es dans le sud et que tu cherches un club, un groupe avec qui faire plein de sorties, plein d'activités, je pense que Gentleman Supercar est fait pour toi et tu retrouveras toutes les infos dans la description. Bon, rapide arrêt pour te présenter l'extérieur de cette 911 à vendre tourné roulé. Alors comme tu vois, celle-ci a une configuration de dingue aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Alors déjà de l'avant, il y a plusieurs choses qu'on va voir. Celle-là a le pack Sport Design, donc notamment tu vas avoir le pare-choc avant qui est retravaillé, qui est bien plus agressif, on dirait presque une phase 2. Faut avouer que c'est très joli. Elle va aussi avoir une option rare qui est ici sur le système d'éclairage Porsche. Tu vas avoir le fond noir. Alors d'habitude c'est un fond qui est pas noir, qui est gris je crois, ou qui est en tout cas plus clair et du coup qui contraste avec la couleur. Là comme elle est noire, le fond est noir aussi, c'est une option rare et il faut avouer que c'est très joli. Les jantes pareil sont magnifiques, hein. Des jantes noir brillant avec le cerclage un petit peu chromé. Évidemment les étriers rouges qui sont caractéristiques des versions S. Sur les versions non S ce sont des étriers gris et ceux-là sur la 991 c'est des étriers 6 pistons à l'avant, donc tu vas voir, ça mord quand même pas mal. Évidemment tu vas avoir les disques acier perforés, ce ne sont pas des carbone céramique, c'est une option qu'on ne retrouve quasiment jamais sur des 4S. Et après c'est vrai qu'en dehors de ça elle est vraiment belle, la teinte lui va très bien, surtout que tu le vois en plus comme elle est cabriolet, tu as l'intérieur rouge, c'est très joli. Alors celle-là a aussi le pack carbone, donc tu as les seuils de porte illuminés en carbone qui sont très jolis, l'intérieur tu as aussi des détails qui sont assez intéressants. Alors sur la jupe latérale tu vas avoir deux inscriptions, donc ici un autocollant 911 Carrera 4S qui est d'origine, c'est une option du moins et qui est très joli, et ici tu vas en avoir un sur l'aile, sur ici cet élargissement de l'aile qui n'est pas d'origine, et on t'expliquera sa signification à l'intérieur de la voiture. Et après il faut avouer qu'en dehors de ça, la voiture est vraiment belle. Alors la 991 c'est encore une fois une vraie 911 dans son dessin, on la reconnaît même si par rapport aux anciennes elle s'est évidemment modernisée, il y a des dizaines d'années d'évolution, mais globalement on la reconnaît, on reconnaît le dessin. Et ce qui est bien c'est que sur les cabriolets, c'est pas le cas de toutes les marques, mais une fois que tu remets la capote, tu as quasiment en tout cas le même dessin que la coupé. Sur certaines voitures, les modèles cabriolets viennent casser la ligne du coupé, c'est notamment le cas par exemple de la 458 Spider, alors que là pas du tout en fait. Une fois recapoté, tu gardes vraiment le dessin très fluide de la 911 et il faut avouer que c'est joli. Ce que je te propose, c'est que maintenant on passe à l'arrière et tu vas le voir, là aussi il y aura des choses à dire. Alors une fois à l'arrière, là aussi tu le vois, il y a pas mal de choses à dire. Bon déjà niveau design, tu vas avoir cet élargissement qui n'est pas aussi prononcé évidemment que sur une version turbo, mais qui est quand même présent et il faut avouer que c'est très joli. Tu vois quand même qu'elle est plus large que la 997, que la génération juste avant. Après tu vas avoir ici du coup, spécificité de la cabriolet, la capote qui se range juste ici quand la voiture est en mode décapotable. Tu as ici le filet anti-remous aussi qui est caché, tu le verras, on te l'expliquera à l'intérieur, mais c'est un filet qui permet qu'il n'y ait pas trop d'air dans l'habitacle et il faut avouer qu'il est très efficace. Et après en dehors de ça, c'est l'arrière classique de la 991. Donc tu vas avoir ici ces petites baguettes qui aèrent le flat 6, donc qui est vraiment en porte-à-faux arrière derrière les roues. Juste en dessous tu vas avoir un aileron rétractable, les inscriptions Porsche et Carrera
Carrera 4S qui sont passés en noir, et il faut avouer que c'est très joli. Tu vas avoir après ces feux LED et la barre qui rejoint du coup les deux feux, qui est caractéristique des versions 4 roues motrices. Donc apparemment, cette barre LED, tu ne l'as pas sur les versions 2 roues motrices. Ça, c'est une petite spécificité que je ne connaissais pas. Et juste en dessous, tu vas évidemment avoir les 4 sorties d'échappement, qui en plus là, c'est des sorties T-Cart. Donc tu vas voir, la sonorité est vraiment folle. Et ce que je te propose, c'est qu'on redémarre et qu'on retourne rouler pour profiter de cette voiture avec le beau temps. Allez, c'est parti! Alors pour te présenter l'intérieur avant qu'on retourne rouler et faire chanter ce Flat 6, la config est juste magnifique. Franchement, alors on aime ou on n'aime pas, hein, mais personnellement je trouve que la carrosserie noire à l'intérieur rouge, c'est quand même de très bon goût. C'est un contraste qui se fait bien, je trouve. Déjà on retrouve l'intérieur des 991 Phase 1 classiques, où tu vas avoir ce tableau de bord qui évidemment a évolué, mais qui reste à peu près au même design que les premières 911 dans le dessin. Tu vas avoir les 5 compteurs, alors il y en a seulement un qui a été remplacé par un écran. Pour le reste, on reste sur des aiguilles, ça c'est pas mal parce que la 992 on est passé à du quasiment tout écran. Tu as le volant en carbone, donc le haut carbone, le bas carbone apparent. Ça c'est une option que je n'ai jamais vue sur une Carrera 4S, qui n'est pas le volant Sport Design avec du coup les branches en aluminium. Et celui-ci du coup tu as les boutons mais tu as aussi les palettes. Alors ça fait partie, tu me disais, du pack, c'est quoi? C'est du pack carbone? C'est le pack carbone, ouais. Ok. Et les boutons du coup sont non fonctionnels. Ah c'est ils sont... Les boutons au-dessus je veux dire. Ouais, ceux-là. On va regarder, je sais pas, je sais jamais essayé. Faut croire que non. Faut croire que non. Parce qu'en fait tu peux avoir, sur les premières générations de la PDK, t'avais soit des boutons, enfin t'avais des boutons poussoirs, ou alors il fallait prendre l'option très chère du volant Sport Design, où là t'avais des palettes. Ouais, t'as raison, ils sont non fonctionnels. Ah, ils sont non fonctionnels. Et du coup t'as les deux, t'as aussi un petit rappel PDK au-dessus. Évidemment t'as le levier PDK ici, qui est le même que sur la 997 phase 2. T'as les modes aussi, tu vois. Ah, tu as les modes qui s'affichent. Sport plus et le launch control, ouais. Ok, intéressant, donc un petit écran avec un affichage. Ici tu as la console. Alors là c'est là où tu vas voir en fait le nombre d'options. Plus il y a de boutons qui sont remplis, plus tu as d'options. Parce qu'en fait les boutons sont déjà préinstallés, mais tu en as qui sont non fonctionnels. Donc c'est qu'il reste un peu de place pour des options. Mais celle-ci du coup a les valves, elle va avoir le Sport Plus puisqu'elle a le pack chrono, avec du coup ce chronomètre qui trône sur quasiment toutes les 911, hein, c'est un peu l'option ultime à avoir. Elle va également avoir le PASM, donc avec le réglage des suspensions pneumatiques, je pense. Et autre chose, celle-ci en plus de l'intérieur, avec le pack cuir étendu, donc du cuir absolument partout en rouge, elle va avoir l'intérieur design noir. Donc tu as ici ces barrettes là qui normalement sont chromées, qui cette fois-ci sont noires, les aérateurs de clim, les poignées sont noires, ici les baguettes dans les portes sont noires, les baguettes au-dessus, des petits haut-parleurs sont noirs, l'arrière des sièges qui sont noirs, ici le rétro qui est noir, enfin tu as compris, tout a été passé en noir, il n'y a quasiment pas de chrome dans l'habitacle. Il faut avouer que ça rend franchement bien, du coup on rentre encore plus dans le contraste noir et rouge. En tout cas perso j'aime beaucoup. En parlant des sièges, du coup on a ces sièges Sport Plus qui sont full option, donc qui sont chauffés et ventilés. Et comme d'habitude sur la 911, c'est bluffant, c'est peut-être les meilleurs sièges. Enfin, en tout cas, ils font partie des meilleurs sièges de la production là-dedans. T'es extrêmement bien maintenu dedans. Donc, ils sont quand même avec des bons renforts sur le côté. Tu te sens pas baladé. Mais par contre, ils sont très confortables. Tu peux faire de la route avec sans aucun souci. T'auras jamais mal au dos. T'auras jamais mal aux fesses. Franchement, là-dessus, il faut avouer qu'ils ont été très très bons. Et la preuve, c'est qu'encore aujourd'hui, c'est des sièges quasiment similaires qui sont utilisés sur les nouvelles générations. Celle-ci en plus, tu as les logos Porsche qui sont imprimés sur les appuis-têtes, ça c'est assez joli. Et ensuite, forcément, il faut en parler, tu as les petites places à l'arrière qui, là, ne sont pas utilisables étant donné qu'il y a le filet anti-remous, qui ça aussi, il faut en parler, est vraiment très efficace. On pourrait se dire que dans un cabriolet, tu as du vent en permanence, que tu t'entends pas parler, que c'est assez désagréable. Et en fait, avec ce filet anti-remous, il n'y a pas d'air dans la voiture. Tu as moins d'air que dans une voiture coupée avec les vitres ouvertes. Donc ça encore une fois c'est une grosse force, parce que tu peux rouler en cabriolet même en hiver je pense sans aucun souci. Ah, sans problème. Donc ça c'est pas mal. Et donc ces petites places arrière qui sont pas immenses. Donc pour des adultes c'est quand même très moyen. Ça peut faire le job pour des enfants mais encore une fois pas pour faire 600 km. Je pense que l'usage principal ça va surtout être comme un complément pour le coffre. Pour mettre des sacs, des valises ou autre. Donc ça c'est pratique.
puisqu'évidemment c'est aussi une des forces de la 911. Elle a le coffre à l'avant qui est assez spacieux et les places à l'arrière, ce qui fait que contrairement à d'autres sportifs, t'es pas franchement obligé de te limiter quand tu pars en week-end. Ah non, entre le coffre et les places arrière, sans enfant, il n'y a vraiment aucun souci. Hein. Ouais, c'est sûr. Donc tu devras pas avoir vraiment ce truc à partir avec un slip et une brosse à dents. Ici, tu peux partir avec des sacs, des valises, des affaires, sans aucun problème. En fait, devant, tu mets 2 valises format 56 de haut. Ok, donc des valises cabine. Exactement. Ok, bon, je mets ma petite casquette parce que mine de rien, le soleil il tape bien. Hein. En cabriolet, on en profite directement. C'est ça. Et alors, du coup, on va parler d'une autre force de la 911 et qui explique en partie qu'elle est toujours sur le podium des voitures les plus vendues en France depuis des années. C'est l'aspect fiabilité et réseau, qui est une immense force par rapport aux autres. Tu me le disais, en 25 ans, t'es jamais tombé en panne avec une 911. Jamais. Ouais, jamais. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même dingue par rapport à d'autres où, on le sait, notamment les italiennes, tu peux avoir tendance à avoir des problèmes de fiabilité, des voyants, des petits couacs, des petits accros. Sur les Porsche, en fait, jamais. Tu fais simplement ta rotation d'entretien, donc sur 4 ans, avec le petit entretien et le gros entretien, c'est ça? Alors moi, je fais quand même une vidange vraiment tous les ans. Ok. Voilà. Parce que l'huile moteur, c'est quand même c'est important en fait, c'est la vie du moteur. Ouais. Et je suis pas du tout pour les vidanges à 2 ans. Ouais. Ok. Bon, de toute façon, il vaut mieux en faire trop que pas assez, hein, clairement. Exactement. Et, mais sinon, la réglementation Porsche, on va dire, c'est le petit entretien tous les 2 ans, donc avec, on va dire, des petits ajustements, donc de la vidange, du filtre à air, du filtre à huile, des choses comme ça, qui doit coûter entre 1000 et 1500 € environ, c'est ça? Sur le petit entretien? Sur une 991, ouais, on est à 1005 plutôt qu'à 1000. Ok. Et après, tu as le gros entretien où là, tu vas avoir une vidange de la boîte PDK, je crois, en plus. Alors, attention, ça, c'est la vidange de la PDK, c'est 90 000 ou 12 ans. Ah oui, d'accord. Donc, ok. le gros entretien, en fait, c'est plus pour la courroie. Ok, ouais. Avec le galet. Ouais. La purge du liquide de frein. Ok. Important à faire tous les 2 ans. Ok. Et après, tout ce qui est bougies, etc., c'est pas dans le grand entretien. Les bougies, ça se fait au bout de 4 ans. D'accord, ok. Mémoire sur celle-ci. Ok. En fait, le budget, si tu veux, c'est une année 1005, une année 3000 en gros. Effectivement, ouais, du coup, c'est un planning sur 4 ans, en gros. Voilà, c'est petit entretien, tous les 2 ans, petit entretien, et tous les 4 ans, gros entretien. C'est ça. Et après, il y a aussi l'aspect réseau Porsche, qui est quand même vraiment bien, parce que pour des marques comme Ferrari, Lamborghini, McLaren, c'est hyper courant de devoir faire des centaines de kilomètres juste pour faire l'entretien. Alors du coup, soit tu mets des bornes à ta voiture, des bornes entre guillemets inutiles sur autoroute, donc tu perds en valeur dessus, ce qui est bête. Soit tu la fais transporter par plateau, mais alors ça veut dire qu'il faut prévoir en plus de l'entretien un budget plateau. Déjà que les entretiens sont quand même vachement plus chers. Alors que chez Porsche, en fait, dans chaque grande ville, t'as un centre Porsche pas loin. Et ça, faut avouer que c'est une grosse force. Ce son. Ça, faut avouer que c'est une grosse force. T'as aussi beaucoup de spécialistes de la 911, ouais. Des mécaniciens qui sont très bons. Exactement. Donc ça, c'est quand même un très gros argument qui explique en bonne partie pourquoi la 911 est aussi répandue par rapport aux autres marques. Alors après, pour continuer sur l'aspect budget, en termes de coût de fonctionnement, donc plutôt au niveau des pneus et de la consommation, qu'est-ce que ça donne sur une 91 comme celle-ci? Ça dépend le rythme en fait. Forcément. Moi ça me coûte cher. Non, la conso, oui, forcément la conso quand t'appuies. Ouais, ça s'envole vite, on est quoi? On est sur du 15-20 litres? Ouais, 15-20 litres, ouais. Et après moi en autoroute, sur autoroute pardon, en vitesse plus tranquille, ouais, t'es à 9-10 litres. Ça par contre c'est bien. Ouais, ça c'est pas énorme. Ah ouais, bah, c'est une voiture qui est utilisable au quotidien sans problème, sans te ruiner. Ouais. Après les pneus, moi je suis très Pirelli et pas trop Michelin. D'accord. Donc forcément le Pirelli est plus invasif. Ouais, donc il s'use plus vite. Ouais, sur des rythmes, surtout sur des routes comme on a chez nous, tu l'uses plus vite. Maintenant je suis quand même surpris que ça tient bien. Ok. Ça coûte combien et tu les fais tous les combien de kilomètres? Alors ça coûte, là j'ai eu 2 pneus 700 €. D'accord. Monté. Arrière ou avant? Les 2 arrière. Ok. Parce que j'avais une hernie en fait. D'accord. Sur un pneu, c'est pour ça que je les ai fait. Okay. Et tous les combien, je peux pas te dire parce que du coup là,
Oui, c'était parce qu'il y avait un défaut sur le pneu, c'était pas exactement. Ouais. Okay. Et d'ailleurs, la petite parenthèse, j'ai pas eu à changer les pneus avant parce qu'ils étaient à moins de 50% d'usure. D'accord, ok. Comme c'est une 4 roues motrices, souvent on dit qu'il faut changer les 4. Ouais. Et c'est pas une 4 roues motrices permanente en plus. Donc ce qu'ils m'ont expliqué chez Porsche, c'est que vraiment en dessous de 50%, t'es pas obligé de faire les 4. Oui, ok. Parce qu'effectivement, c'est donc une 4S, je l'ai pas précisé. Et le 4, c'est pour 4 roues motrices, et le S pour dire que c'est une version un peu plus sportive et plus puissante que la version de base. Et donc, c'est une 4 roues motrices. En revanche, c'est pas une 4 roues motrices permanente, elle a quand même on va dire une préférence pour la propulsion. Tu vas peut-être avoir du 70-30 en termes de répartition, même si tu as un écran, un affichage, où tu peux avoir la répartition de la puissance et du couple en temps réel. En fait, en fonction de la dégradation de la route, c'est le calculateur qui va décider où il met la puissance pour que la voiture se gère au mieux et que le maximum de chevaux passe au sol. Et d'ailleurs, en parlant de la puissance et du couple, ici c'est un atmosphérique, ce qui veut dire que par rapport à la phase 2 en turbo, on a une puissance et un couple qui est très haut perché. Je crois que le couple maximal qui est de 450 Nm de mémoire, on est à... Je crois que c'est ça. Je connais pas la génétique. Je crois que c'est ça, on est entre 5 et 6000 tours quand même. Et la puissance max, on est quasiment en rupteur, on est je crois à 7000 à 400 chevaux. Ouais, là je dépasse les 7000. Hein. Ouais, donc on est quasiment en rupteur, je crois, à la puissance max, donc c'est très haut dans les tours. Donc en fait, un peu comme une GT3, il va falloir aller la cravacher en fait dans les tours pour que tu ailles vraiment chercher la performance. Ce qui fait que forcément, tu entends en permanence la sonorité et c'est un peu un pouce au crime, je pense. C'est ça. Mais bon, c'est un peu pour ça aussi qu'on achète ce genre de voiture, hein. Je veux dire, un atmosphérique, faut que ça chante. Tu veux qu'on la fasse chanter? Je crois qu'on peut. Alors effectivement, là du coup le Sport Plus. Allez, c'est parti. Voilà. Oh, et les pétarades derrière. Je sais pas si tu les entendras à la caméra. Mais t'as les pétarades qui sont vraiment vraiment sympas. Alors toi, au niveau du ressenti châssis, qu'est-ce que ça donne par rapport par exemple du coup aux autres 911 que tu as connus? Je dirais que l'avantage d'une voiture comme ça, cette génération-là, c'est que c'est vraiment accessible. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être un pilote pour être performant. Ça pardonne beaucoup de choses, ça rattrape beaucoup de choses. Chose que les générations d'avant, et notamment vraiment les générations refroidies par air, pardonnaient moins en fait. Parce que tu sentais beaucoup plus le porte-à-faux arrière. Ouais. Là, avec les supports moteurs actifs, tu le sens carrément plus, quoi. Alors c'est quoi du coup ces supports moteurs actifs? En fait, ça joue sur la rigidité. D'accord. Donc ça a un effet où justement ça compense l'effet du porte-à-faux arrière. D'accord. Après, te donner en détail, je ne pourrais pas te l'expliquer parce que je ne suis pas technicien, mais par contre je le ressens vraiment à la conduite. D'accord, ok. Donc en gros la 91 est devenue quand même vachement plus abordable pour tout le monde. Ouais, la 91 c'est déjà une voiture très aseptisée, je trouve. D'accord, ok. Pour se sortir, il faut vraiment y aller fort. Ouais, enfin même là il faut vraiment, enfin je sais pas, il faut fermer les yeux dans un virage, mais en 4 roues motrices c'est pratiquement impossible de sortir de la route avec une voiture comme ça. Bah, c'est vrai que de toute façon on le sentira plus sur de la petite route ou quoi, mais on sent vraiment ce truc où les 4 roues motrices elles vont te rattraper et t'ajuster en permanence. Et ça donne du coup ce ressenti de conduite très safe. Oui. Oh le son. Oh la sonorité est clairement dingue. Ça fait partie de l'atmosphère de la voiture. Hein. Il y a la puissance, c'est quelque chose, mais le son pour moi est quelque chose d'important sur une voiture comme ça. Ah mais clairement. Tu sens la... Ah ouais, par contre du coup la PDK en mode Sport Plus elle met vraiment des à-coups. Tu sens quand même que... Ah ouais, ça claque. Elle y va. Elle y va. Mais c'est vrai que tu as une ambiance à l'intérieur qui est géniale. Alors qui est pas au niveau d'une GT3 quand même. Forcément, ça paraît évident. C'est un compromis. Ouais, c'est ça. Mais qui franchement est très sympa et à laquelle on s'attend pas dans une 4S entre guillemets classique, non GT3. Il y a quand même le son du moteur est très présent.
en termes de châssis. Alors, le châssis vraiment est démentiel. Alors, ouais, ok. Je vois ce que tu veux dire. Tu ressens un peu plus. T'as l'impression que c'est un peu plus flou peut-être par rapport à une 97. T'es un peu plus loin de la route. J'ai la sensation. Je sais pas, c'est ce que c'est essayé de décrire. C'est au niveau de la direction en fait. Ouais. Moi j'ai senti au niveau des suspensions que ça ressemblait plus. Elle est, je pense que ouais, elle est plus haute déjà qu'une 997. Ok. On est moins collé, assis sur la route. Ok. D'ailleurs je le sens avec mon âge avancé quand je monte dans les champs de la voiture. D'accord, ok. Mais c'est surtout, ouais, je trouve au niveau de la direction qui est une grosse différence. Ok. Que, même en Sport Plus, t'as quand même une direction qui est moins raide. Même en Sport Plus, ouais. Ok. Ouais. Mais bon, après en dehors de ça, je pense que c'est quand même très incisif. C'est une voiture que tu places au frein, qui a beaucoup de train avant, je présume. Ouais, c'est une voiture par contre qui est très instinctive en fait. D'accord. La voiture elle est facile à placer quand la route est un petit peu déformée comme ça, quand tu attaques, tu la positionnes facilement, tu la ressens bien la voiture. Ok. Donc par contre ça c'est très agréable. Ouais. C'est beaucoup moins physique. Et puis c'est aussi l'avantage par rapport à des supercars plus exotiques. C'est que sur des routes comme ça, même si elle est plus large et plus grosse qu'une 97, on reste sur une voiture qui est encore pas immense et qui arrive à se faufiler et à absorber les aspérités de la route. Elle n'est pas en train de rebondir. C'est ça. Et après forcément, faut aussi parler du budget. Une voiture comme ça coûte combien on va dire dans la fourchette basse sans trop d'options et très optionnée comme la tienne? Je dirais entre 90 et 100. Ok. En fait, elle n'est pas beaucoup plus chère que la version coupée, finalement. Ah, le son. Aujourd'hui, la coupée, ça vaut plus... c'est 80-90. Ouais, même 80-85. Voilà, c'est pour ça que je dirais celle-ci entre 90 et 100. Maintenant, après, c'est toujours pareil, le marché, c'est la l'offre et la demande. Ouais. Donc, l'avantage de celle-ci, c'est sa rareté. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, je pense que oui, dans la côte, elle est plus sur la côte haute que sur la côte basse. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que pour quand même moins de 100 000 €, tu as une voiture qui est vraiment exceptionnelle et qui est encore assez moderne. Exactement. Et ce son. Voilà, et ça c'est pas commun. Ça c'est les pétarades, c'est vraiment pas commun. D'habitude tu les as pas. Non. Et ça ajoute tellement à l'ambiance. Franchement c'est dingue. Alors après en modernité, même si elle n'est pas au niveau d'une 92 notamment, je crois que l'écran t'as pas le CarPlay dessus. Non, t'as pas le CarPlay, mais après t'achètes pas une voiture comme ça pour faire boost avec le CarPlay. C'est sûr. Après oui, il y a des gens qui prennent ça, qui roulent à 50, à 70, qui font que de la ville. Ouais. Mais ça dépend de l'optique. Quelqu'un qui veut se faire plaisir, quelqu'un voilà, qui privilégie la sportivité, le son, l'agrément de conduite dans les tours aussi, parce que c'est quand même agréable quand ça part, ça part. Là, c'est curieux, là, tu le sens de suite. C'est une sonorité. Donc c'est pour ça que je dirais que pour moi, tout ce qui est système de son, c'est secondaire. Ouais. Après, elle bosse, donc ce qui est agréable, c'est que quand tu roules en mode balade, bord de mer, tu as envie de te faire plaisir avec de la bonne musique, tu peux sans mettre fort, mais tu as un son qualitatif. Ouais. Voilà. Donc après, tu as quand même Bluetooth, tu as quand même beaucoup de choses qui font qu'elle n'est pas non plus obsolète. Mais effectivement, c'est pas un CarPlay. Ça, tu le retrouves pas aujourd'hui sur une phase 2 ou même sur une 992. Alors tu la trouves comment par rapport à... ben franchement, tu sens que tu passes vraiment un très gros step par rapport à la 97 quand même. Alors pour avoir comparé du coup dans ma dernière vidéo avec la 97 Carrera 4, qui n'était pas une 4S, mais qui était en PDK, donc bon, des voitures quand même assez similaires. Voilà, déjà tu as le son en plus avec la ligne, forcément, même si l'autre était sonore, hein, mais celle-là c'est un gros cran au-dessus. Et après c'est vrai que tu gagnes quand même en modernité, tu gagnes quand même pas mal en performance. Ouais. On passe quand même de 345 à 400 chevaux. Donc, ouais, puis même la gestion électronique en fait, elle est différente. Ouais, mais tu vois qu'elle est
elle a quand même vachement plus de répondants. Donc oui, non, c'est sûr, tu sens qu'il y a vraiment une grosse évolution entre les deux. Et pour le coup, alors j'ai jamais essayé une GTS en 92, qui est la seule qui a un peu ses pétarades, mais j'ai essayé une 4S. Oui, ça marche beaucoup plus fort, et tu le sens, clairement. Parce que tu as le couple des turbos en bas qui est assez monstrueux. Oui. En revanche, la sonorité, c'est quand même bien différent. Tu as moins... C'est pas que elle est un peu en dessous d'une supercar, mais presque. En performance, elle va être au niveau d'une supercar, mais pas en ambiance. Alors que là, en fait, tu vas avoir quasiment l'ambiance d'une supercar. Forcément, dans une Ferrari atmosphérique, genre une 458, ma voiture de cœur, il y a quand même quelque chose au-dessus. Voilà, le V8 atmosphérique, il est magique, mais pour moi, c'est une voiture qui se rapproche, qui est en ambiance et en les émotions que la voiture transmet. On est quand même sur quelque chose qui s'en rapproche. Et ça, faut avouer que c'est assez fort sur une voiture qui aujourd'hui s'achète, donc comme on le disait, dans un budget à moins de 100 000 €, qui est fiable, qui est utilisable, avec laquelle tu peux partir en week-end, qui consomme entre guillemets pas trop. Parce que si là en s'amusant c'est 15-25 litres une Ferrari, c'est 25-30. Donc bon, je pense que c'est la dernière génération où tu as encore une ambiance à l'intérieur, même sans rouler trop fort. Ouais. Tu vois, où là tu as quand même une petite sonorité d'ambiance du flat 6, tu as des pétarades, c'est sympa. Mais aussi ce qui est bien, c'est qu'elle a ce côté double face. Là tu vois, on roulait fort, on avait vraiment beaucoup de sonorité. Là on a du son, mais encore qu'on est en mode sport, donc on a les clapets ouverts. Si on était en mode normal, elle serait beaucoup plus silencieuse. Alors non, t'as pas la pétarade parce que en fait les clapets, tu peux les ouvrir. Et moi je la laisse en sport parce que j'aime bien les pam. Forcément. Tu vois, par exemple, si j'enlève le... Ah oui, la différence, si t'enlèves l'échappement, tu vois. Là d'un coup, t'as une voiture qui est vraiment silencieuse, la PDK est douce. C'est ça. Et au final, t'as pas à choisir entre une voiture où la passagère va crier parce qu'elle en a marre d'avoir des acouphènes à la fin de chaque sortie, ce qui est quand même assez courant. Ou même toi, en vrai, au bout de 400 km, c'est vrai que ça peut être fatigant. Là, tu as une voiture qui sait être civilisée, mais qui aussi sait donner de la voix quand il faut. C'est ça. Et on préfère qu'elle donne de la voix, clairement. Alors, il y a une chose qui te tient particulièrement à cœur et qui est du coup un sticker sur la voiture. Si tu peux en dire un petit peu plus du coup là-dessus? Oui, tout à fait. Oui. Alors, le stickers, en fait, c'est le hashtag Ride for Timo. En fait, ce hashtag, c'est pour faire vivre l'esprit de Timo Kuppens. Timo Kuppens était un petit garçon de 11 ans et qui est décédé tragiquement en 2017. Et le problème, c'est que là où il vivait, c'est un endroit assez reculé, c'est-à-dire que le premier hôpital est facilement à 1h30, 2 heures de route. Donc les secours n'ont pas pu intervenir immédiatement pour le réanimer. Son papa a essayé de le réanimer, mais il n'y a rien eu à faire. Et donc du coup est né ce hashtag. Ce qu'il faut savoir, c'est que Timo Kuppens donc, est le fils de Renaud et Isabelle Kuppens, et que Renaud Kuppens en fait est multi-champion du monde en course Maserati. Donc d'ailleurs c'est le champion du monde 2024 sortant en GT3 Maserati. Et donc il a créé des événements qui s'appellent Timo Spirit. Et ces événements, en fait, tous les fonds qui sont récoltés dans ces événements, c'est des événements autour du sport nautique, wakeboard, wakesurf, tous les fonds en fait vont à une fondation. Et cette fondation, ça a permis de l'équiper avec un hélicoptère qui peut intervenir justement dans des endroits reculés en un temps rapide. Donc, même si Timo n'a pas survécu à cette épreuve, ce qu'on appelle le Timo Spirit, c'est justement le fait qu'aujourd'hui il permet à des gens de vivre parce que les secours peuvent intervenir plus rapidement. Voilà. D'accord. Donc d'où effectivement les plusieurs stickers qu'il y a sur la voiture. Pour la petite explication, c'est une fondation qui permet de venir en aide à des gens qui sont en situation d'urgence, on va dire. Exactement, tout à fait. Bon, en tout cas, c'est une cause noble. Merci. Ah, c'est génial, cette sonorité. Ça va être remboursé par la sécurité sociale. C'est clair. Ah, le son.
son avec les pétarades. Oh, les pétarades, on roule à 50 hein. Ouais. On a cette sonorité de dingue et on est aux limitations en ville. Tu vois, c'est ça la force de l'Atmo. T'auras pas ça sur un turbo. Oh, ce son. Là, ça un peu. Ah ouais, c'est magique là. Là, c'est magique. L'ambiance. Et on a une ambiance de dingue. Et un plaisir de dingue en roulant à 70-80. Ah, le son là. Oh oui. Là c'est l'endroit parfait là. Ah c'est génial. Oh, l'ancienne. Très belle. Celle par laquelle tu as commencé finalement. Ouais, c'est ça. Le seul point négatif sur cette voiture, ça peut être le freinage. Ouais. C'est-à-dire, tu vois, quand tu arrives très fort, ouais. Tu vois, ici, là, c'est. Tu vois, tu sens, mais de rien, pour la ralentir. Oui, ça prend un peu de temps. Ouais, exactement. C'est vrai que tu es le premier quand même à me dire que le freinage d'une 911 n'est pas au niveau. Mais non, encore une fois, c'est tout à fait personnel. Ouais, bien sûr. Mais je l'ai remarqué sur vraiment toutes les générations que j'ai eues. Ouais. À chaque fois, c'est la même chose, c'est que tu prends confiance, tu prends confiance, tu prends confiance. Donc tu retardes, tu retardes, tu retardes. Et il y a un moment, tu te fais peur parce que voilà, il y a un moment quand tu veux freiner, tu t'aperçois que la voiture, tu vas pas la ralentir comme ça. Ouais, ouais, c'est sûr. Je sais pas si c'est la meilleure pour ce budget-là, en dessous de 100 000 €, mais en tout cas, je pense que c'est celle qui répond au plus de choses dans une seule voiture. Fiabilité, performance, confort, plaisir de conduite, habitabilité, facilité à utiliser, pas trop cher à entretenir. Elle réunit un peu tout, c'est ça sa grande force. Puis les valeurs résiduelles, c'est des voitures qui gardent la cote quoi. C'est clair. C'est une voiture où, au pire des cas, tu la revends dans 5 ans, tu auras roulé avec et tu n'auras pas perdu d'argent. Et au mieux, tu en auras même gagné si elle monte en cote, ce qui n'est pas impossible parce que c'est ce que certaines générations sont en train de faire. Moi, c'est sur toutes les autres, ouais, j'ai toujours gagné de l'argent en fait en éponge. Dingue, hein. Ouais, après c'est toujours pareil, il faut acheter la bonne config. À partir du moment où tu as la bonne config, tu as un produit, tu sais qui va être demandé en fait. Oui. Moi souvent quand j'ai des amis qui me demandent, qui veulent choisir une Porsche dans un budget, j'ai tendance à leur dire, voilà, sur ton budget, prends plutôt une génération avant bardée d'options, ouais, plutôt qu'une plus moderne et qui va pas avoir d'options parce que il y aura peut-être un petit peu plus de modernité, mais à la revente, c'est celle qui perd le plus en fait. Oui, c'est certain. Donc, mon conseil, c'est vraiment de dire, si tu hésites entre une 91 et une 97, et que tu as un budget de 80 000 par exemple, ou 70 000, il vaut mieux partir sur une belle 997 avec une belle config plutôt que sur une 991 d'entrée de gamme, entre guillemets. Ok. Bah écoute, en tout cas, moi je me suis régalé. Moi aussi, Alex. Tu es fort sympathique. On finit la vidéo en plus avec le beau temps. Voilà. Une belle route, franchement, que demander de plus. Donc je pense que tu l'auras compris, si tu as un budget entre 90 et 100 000 €, dépêche-toi de l'acheter en fait, parce que ce sera peut-être 110 000 dans un an. Ça, c'est pas impossible. C'est une super voiture, comme on l'a répété plein de fois, qui a l'avantage de réunir un petit peu tout ce que tu pourrais rechercher dans une voiture de sport. Alors oui, ça va pas être la plus exotique, c'est pas une 355 boîte manuelle, c'est pas, je ne sais pas moi, une R8 V10, voilà. C'est peut-être pas la plus exotique, mais en fait elle réunit tout. Et à un moment, si on en voit autant sur la route, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, je pense qu'on l'a trouvée dans cette vidéo. Et là écoute, moi je me suis régalé, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!